Eh bien, rebonjour à tous. Donc, toujours sur le plateau de notre journée donc sur Penser pour penser. Et donc, après l'optimisme, après l'organisation des soins, on va parler de la formation. Et puis, on va juste intervertir un peu les deux premiers topos. Et l'idée, c'est de repenser la formation. Et on est très content d'avoir donc Henri Balbo, qui est un homme d'entreprise, qui a dirigé des ressources humaines, la communication dans des gros groupes et qui est maintenant directeur de formation des managers des établissements de santé du groupe Elsan, donc qui connaît bien donc, le milieu de la santé, de nous parler finalement est-ce qu'on peut apprendre l'empathie et les communications, parce qu'en médecine, on n'a évidemment aucun cours là-dessus et ça semble couler de source et je pense que ça serait bien que ça soit inclus dans notre formation. Donc merci de votre avis et de votre avis d'expert sur ce sujet. Vous voulez que j'intervienne tout de suite? Eh bien oui. Bon. Et Guy, tu interviens quand tu veux. Et donc Guy Valencien modérera avec moi à distance. Je modère avec, voilà. Exactement. Vas-y, Henri. Non, moi, empathie, ce n'est pas un mot que j'utilisais énormément. Donc, effectivement, je suis un homme d'entreprise. J'ai été pendant 20 ans un opérationnel avec des budgets, des charges, des recettes. Et quand les charges sont inférieures aux recettes, ça ne se passe pas bien. Et puis ensuite, les hasards de la vie font que je suis passé dans des activités transversales. J'ai été patron de communication de grands groupes, notamment du groupe Suez. Et puis ensuite, je me suis orienté pendant presque une quinzaine d'années vers les ressources humaines. Et aujourd'hui, je mène une vie un peu plus tranquille, mais de consultant. Je ne suis pas employé par Elsan, par le groupe Elsan. Je suis consultant et j'ai mis en place pour eux une formation pour managériale. Mais empathie, moi, je commence par un exemple personnel que j'ai vécu dans ma famille. On détecte chez une de mes sœurs un grave cancer digestif avec un gros pessimisme dans le diagnostic. Donc, cauchemar et désespoir, bien sûr. Elle voit un chirurgien digestif dont j'ai su après qu'il était très reconnu dans sa profession. Cet homme la reçoit une première fois, puis une deuxième fois, juste avant l'opération. Ma sœur est terrifiée, tétanisée. Et au moment de lui dire au revoir, ce gaillard qui fait 1m90, au lieu de lui serrer la main, alors qu'il ne la connaît pas, d'un seul coup, il la serre dans ses bras pendant une seconde en lui disant « Écoutez, à deux, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. » Et ma sœur dans le couloir est toute chamboulée et elle se dit « Peut-être qu'on va s'en sortir. » 12 ans après, elle a été admirablement opérée, puis très très bien suivie par un oncologue. Aujourd'hui, elle se porte comme un charme. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais je me rappelle qu'il y a 5-6 ans, quand elle me rappelait cet épisode, elle avait encore des larmes dans les yeux. Et cet homme a compris que, alors moi je n'utilise pas le mot empathie, mais que l'attention à l'autre, que la compréhension de l'état émotionnel pouvait avoir une forte influence sur je dirais, le psychologique de son patient, donc de ma sœur en l'occurrence. Et pourtant, je suis absolument sûr, parce qu'il n'opère plus, que pendant les, je ne sais pas combien, 15 ans d'années de formation, il n'a jamais eu une seconde de formation sur ce qu'on appelle l'empathie. Alors, honnêtement, je ne sais même pas si aujourd'hui les jeunes ont une formation dans ce domaine-là. J'en reviens maintenant moi, je trouvais que c'était un bon exemple. C'est ça, une sorte l'empathie. Autant on peut comprendre que l'empathie, ou disons cette qualité de relation entre un médecin et son patient, c'est normal. C'est clair que moi, j'ai envie qu'un médecin ait une relation bien sûr technique, parce que moi, je n'y connais rien, mais une relation aussi humaine. C'est encore plus vrai pour un spécialiste, parce que quand on va voir un spécialiste, c'est que ça se passe moins bien. Par contre, dans l'entreprise, honnêtement, l'empathie, ce n'est pas un mot qu'on prononce. Très très peu. Et depuis... Alors, quand je suis arrivé il y a plus de 20 ans dans les ressources humaines, c'était une entreprise qui faisait 15 000 salariés. Les dépenses de formation étaient très importantes, mais elles étaient centrées uniquement sur des problèmes techniques. Comment être meilleur en matière de langue, en matière de logiciel, en matière de produits, en matière de sécurité, en matière etc. Et quand j'étais jeune, on avait des patrons qui étaient de droit divin et on n'avait pas à discuter. C'était nos patrons, on les aimait ou on les aimait pas, mais c'était comme ça. Arrivé à la DRH il y a maintenant presque 25 ans, beaucoup de choses avaient déjà changé, notamment même des mots avaient changé. On commençait à parler de co-construction, on commençait à parler d'équipe, de burn-out, de stress, de rémunération variable. C'est-à-dire que
l'entreprise était en train de découvrir ce qui est maintenant absolument une valeur presque universelle dans l'entreprise, c'est que l'individu, on gère l'entreprise individu par individu plus que équipe, plus que sur le plan, je ne vais pas dire équipe, c'est un mauvais terme, plus que d'une façon collective. Et dans ce contexte, moi j'ai tout de suite milité, comme j'ai perçu que c'était indispensable, ça fait partie peut-être aussi un peu de mon ADN, que il fallait créer des formations comportementales, non pas sur le savoir-faire, parce que les directions générales avaient toujours tendance à se protéger en disant ce gars ou cette fille, à l'époque c'était d'ailleurs surtout ce gars, il est bon sur le plan technique, donc il va être un bon manager. C'est une folie de penser ça. Et donc il faut aussi que le savoir-être soit largement parfois au-dessus du savoir-faire. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, toute mon expérience le prouve, c'est qu'effectivement, j'affirme absolument que chaque être humain, que ce soit médecin, que ce soit informaticien, que ce soit marketing man ou communication, etc., peut progresser en travaillant sa relation avec l'autre. Bien sûr, on trouvera toujours des imbéciles ou des gens qui sont complètement bloqués, mais pour moi, ce sont des exceptions. Et surtout, ça se travaille. Ça se travaille. Ça, j'en suis absolument persuadé. Si vous voulez, je peux vous donner... J'ai deux petits exemples concrets. Un premier exemple, c'est quand j'ai pris mes fonctions de directeur des ressources humaines, c'était dans une très grande banque, et donc commençait à se développer ce qu'on a appelé la rémunération variable, c'est-à-dire les fameux, vous avez peut-être entendu parler de ça, des bonus. Rémunération variable qui peuvent représenter 10, 20, 30, 40, 50, voire 100% du salaire fixe. Et moi, je suis arrivé, il fallait que je gère ces problèmes-là. Eh bien, j'ai saisi la balle au bond et j'ai dit, OK, on attribue des bonus à une seule condition, c'est que le cadre manager, pour qu'il me propose un montant, ça ne se peut que s'il argumente dans un processus tout à fait approfondi de notation-évaluation. Je ne sais pas si ça existe dans la médecine, mais maintenant, la notation-évaluation individuelle par le manager d'un cadre, ou même d'une équipe, est absolument majeure. Ça existe chez vous ? Oh. Bon. En tout cas, donc j'ai mis en place en disant chaque proposition de bonus devra être argumentée à l'occasion d'un entretien dans lequel le manager va dire à son cadre « Je te propose, ou je ne te donne pas de rémunération variable, je te propose une rémunération parce que voilà ce que tu as fait dans l'année, voilà quelles ont été tes performances, voilà quels ont été tes écarts par rapport à ce que je te demandais, voilà l'évaluation de ton comportement, toi, d'équipe, et voilà tes objectifs pour demain. » Et donc, j'ai mis en place, c'était une des plus premières grosses formations comportementales, j'ai mis en place une vraie formation de 2 ou 3 jours, pour tous les managers, en leur disant ça s'apprend pas, ça s'apprend un véritable entretien avec un collaborateur. On oublie tous les réflexes. Il faut savoir comment conduire, comment accepter, comment regarder, comment poser les questions, comment être à l'écoute d'un manager. Qui note se note. Au début, alors j'ai trouvé un très bon intervenant, un consultant qui a mené ces formations. Au début, ça s'est mal passé parce que les gens, ils avaient dit non, ça ne sert à rien, on perd notre temps, etc. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu une formation qui a été extrêmement suivie. Et tous les managers m'ont dit, on est bien meilleur maintenant en termes d'évaluation. Et en termes même de contact avec notre équipe. Un deuxième exemple qui est celui que je mène en ce moment comme consultant auprès du groupe Elsan. Elsan, c'est 25 000 salariés, c'est 150 cliniques, entre 100 et 1000 personnes qui sont réparties dans toutes les villes de France, quasiment sauf à Paris. Donc des managers dans des villes qui sont très éloignées les uns des autres, pour lesquels le groupe, au niveau, le siège social a une valeur ajoutée qui n'est pas toujours facile à vendre, mais des gens qui sont relativement isolés et qui gèrent par contre une entité avec des médecins libéraux, mais
des salariés qui leur appartiennent. Et la direction générale, ils ne m'ont pas demandé d'être technique, ils m'ont dit on a besoin que vous nous proposiez un programme de formation qui permette à nos managers d'être meilleurs. Et donc, j'ai proposé un programme que je gère maintenant depuis 4 ans, avec un certain nombre de conditions. Je prends un groupe de 15, un même groupe de 15 en début d'année, et avec eux, je travaille entre 7 et 8 séminaires de 2 à 3 jours par mois, dont le samedi, bien sûr. Et je les fais travailler sur quoi? Sur comment gérer une crise, comment négocier avec des partenaires sociaux, comment développer une communication interne avec les collaborateurs, hein, des collaborateurs et des collaboratrices qui passent, je dirais, minimum 35 et parfois, bien sûr, beaucoup plus, et qui ont besoin de savoir comment l'entreprise en tant que telle se développe, quels sont ses succès, ses échecs, son organisation. On a besoin de donner du sens. Alors, je ne sais pas ce que font les médecins, moi, hein, j'y connais rien. Mais en tout cas, je sais que dans ce domaine-là, c'est tout à fait important. Comment avoir une communication? Par exemple, j'ai fait travailler sur la communication personnelle. Quand vous êtes dans un entretien et que vous êtes agressé soit par un patient d'ailleurs, hein, soit par un confrère, une infirmière, etc., parce que les choses se passent mal. Quels sont les bons réflexes ou les mauvais réflexes à éviter ou les bons réflexes à avoir? Et je peux vous dire qu'on les fait travailler sur des exemples précis, c'est parfois assez tendu, mais ils en redemandent. Ce sont des gens qui ont entre 30 et 50 ans. Ils acceptent de se dire « mon comportement peut s'améliorer quand je travaille ». Voilà, c'est ça que voilà, en quelques mots, ce que je vis, et je peux vous dire que dans l'entreprise, la formation comportementale, c'est-à-dire le savoir-être, devient maintenant quelque chose de fondamental. Merci beaucoup, Monsieur Balbo. Je peux répondre à toutes les questions que vous voulez. Je pense que vous avez fait un très beau topo et ça nous permet au contraire d'ouvrir la discussion à des questions. Et c'est vrai que pour rebondir sur le sujet qui est la formation en médecine, alors il y a des formations sur l'annonce, par exemple, de diagnostic, vous avez donné un exemple en tout début, mais sinon on n'a pas de formation sur comment se comporter avec un patient, comment gérer justement ces situations de crise, enfin, ou de façon très limitée. Et donc c'est toute la question, est-ce que ça serait intéressant de rentrer ça dans la formation des futurs médecins? Probablement parce que vous montrez très bien que les médecins ont énormément développé leur savoir-faire, la technologie, l'interventionnel, la mise à jour de leurs connaissances, etc. Je pense que là-dessus, il y aura peut-être des choses à dire, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup de développement. Sur le savoir-être, il n'y a absolument rien, et au contraire, c'est un espèce de un grand champ dans l'ombre où personne veut s'exposer et où le médecin est censé savoir naturellement s'exprimer avec un patient. Et or, ce n'est pas du tout toujours la situation. Guy, je ne sais pas si tu... Oui. Attends, non, Guy, on n'entend pas. Ton micro, Guy. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Henri Balbo. C'est vrai qu'en médecine, le problème des facultés de médecine, c'est qu'elles apprennent des connaissances, elles n'apprennent pas un métier. Ça n'a rien à voir. Je rêve qu'on crée des écoles de santé en France. À Harvard, c'est la Harvard Medical School, et on apprend un métier beaucoup plus que des connaissances. Et j'ai souvenir que, pour rejoindre ce que disait Henri, moi j'ai fait travailler mes étudiants, mes externes, en passant l'examen de façon très concrète, où je leur ai dit, tu es l'urologue au bureau, comme vous êtes là, et moi je viens comme le vieux prostatique qui arrive avec son dossier envoyé par son généraliste. J'étais très frappé, je les filmais, les étudiants, les uns après les autres, et ils ne me regardaient pas, ils ne me posaient pas de questions sur qui j'étais, ma famille et autres. Non, ils prenaient tout de suite les documents de biologie et d'imagerie, ils plongeaient le nez dedans, comme ça en ayant l'air savant. Et ensuite, il me disait, ben voilà, sans même me regarder, il va falloir faire, cher monsieur, une petite biopsie, voyez ma secrétaire pour le rendez-vous, au revoir. Je leur passais la vidéo en leur disant, regarde ce que tu viens de me faire, c'est inimaginable, tu me détruis. Or, la jeune génération est totalement branchée sur les écrans des smartphones et des ordinateurs, et elle a perdu le sens de la réalité du contact, elle n'aime pas ça, elle a peur. Et c'est un vrai problème dans la formation de nos carabins.
Il faut aller, tu as raison Henri, aller à des formations très concrètes. J'en avais parlé à mon président de l'université de l'époque. Je lui ai dit, moi, je veux bien faire un cours d'explication de comment on consulte. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais avec ces directeurs de clinique à Elzane, je peux vous dire quelque chose auquel on a abouti ensemble, hein, parce que moi je ne suis pas meilleur que d'autres, mais simplement j'oblige les gens un peu à avancer. En matière de communication, par exemple, et ça, on l'a construit ensemble avec les directeurs, je ne me rappelle plus, je crois que c'était il y a 2 ans, en matière de communication, de communication vers l'autre. On aboutit à 3 points de réflexion qui peuvent nous intéresser tous. Quand on veut communiquer à quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à 3 points, me semble-t-il. Et si on se plante sur les 3 points, il faut réussir les 3 points, parce que si on se plante sur un, à la limite, on se plante sur les 2 autres. Premièrement, la conception. Est-ce que ce que je fais, ce que je pense faire, est une bonne idée sur le plan de la conception? Je vais aller un peu dans le concret. Le deuxième point, c'est l'attitude. Je pense que chaque médecin pourrait réfléchir à ça. Quelle est l'attitude que je vais avoir à partir du moment où j'ai envie de communiquer? Et le troisième point, ce sont les mots que je vais utiliser. Je vais prendre un exemple, mais caractéristique, mais qui est presque un peu schématique. Prenez un ancien ministre de l'économie et des finances qui est devenu président de la République il y a donc un certain temps, et qui décide d'aller comme candidat sur, je ne me rappelle plus, à Sarcelles ou à Garges-les-Gonesse. Très bien. Est-ce que la conception est bonne? On peut dire oui. Sur la dalle, il se fait interpeller par une femme qui, du premier étage, l'interpelle avec une certaine vivacité sur le fait que la sécurité, bien sûr, gna 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 gna. L'attitude de lui répondre, est-ce qu'elle est bonne? Oui. Et ensuite, vous vous souvenez, il dit, vous inquiétez pas, madame, cette racaille, on va la nettoyer au Karcher. Voilà des mots qui ensuite vont tuer et vont suivre cet homme pendant, je ne sais pas, 15 ans. Hein, racaille au Karcher. Que vous retrouvez avec Monseigneur Barbarin sur l'attitude, la conception et d'être interrogé, etc. Il accepte et ensuite, grâce à Dieu, les faits sont prescrits. Ce sont des mots qui vont tuer à la fois l'attitude et la conception. Et je pense que, et moi c'est une leçon maintenant, quand je travaille sur quelque chose, je me dis, est-ce que la conception est bonne? Vous vous souvenez je prends exprès des exemples qui frappent. Vous vous souvenez, je crois que c'est le ministre de la Santé, au moment de la canicule, qui avait fait une intervention en polo à côté de sa piscine. La conception de parler était une bonne idée. L'attitude était catastrophique. Et les mots qu'il a prononcés n'avaient plus aucun, même s'ils étaient bons, ils n'avaient plus aucun sens parce que l'attitude, alors qu'il aurait dû être à son ministère et non pas en polo au bord de sa piscine, alors qu'il y avait je ne sais plus combien de morts. Donc voilà, je vous dis ça, ça dépasse peut-être un peu, mais si chacun réfléchissait à ce genre de choses, conception, attitude et mots, eh bien, on ferait peut-être moins d'erreurs. Oui, alors je crois qu'en effet, c'est les mots, c'est le premier exemple que vous preniez au tout début, votre exemple personnel, les mots prononcés par un médecin peuvent suivre aussi un patient toute sa vie. Et donc ils sont fondamentaux, et ça, là-dessus, on n'est pas toujours préparé. Et il y a aussi l'absence de mots. Hein. Je pense qu'il y a un défaut aussi énorme d'expression et d'explication, peut-être qui va être substitué par les infirmières, justement, parce que des études ont été faites, mais on le voit aussi, les infirmières ont une proximité avec les patients, et une facilité sur l'éducation, puis ils ont peut-être des formations, ils ont eu des formations qu'il faut pour ça, pour communiquer et passer des messages que les médecins, finalement, alors finalement, ça redevient le cœur du métier du médecin. Elles ont des formations, le monde infirmier a des formations. C'est un métier plus standardisé. Ouais. Ouais. Non, mais elles voient les malades, elles ont une vision beaucoup plus holistique, elles voient les malades dans leur environnement, dans la maison, l'appartement, l'entreprise et autres. Elles les voient parfois 2 à 3 fois par jour.
Un médecin aujourd'hui ne voit ses patients que dans un cabinet. Donc le patient est déconnecté de sa réalité, de son environnement. Qu'est-ce que tu penses de conception, attitude et mots, Guy? Oui, oui, tu as raison, tu as absolument raison, et complètement. Mais C'est- on c'est n'y tout pense à fait jamais sensé. assez. Ouais. Moi, maintenant, j'ai construit ça. C'est pas moi, hein, on l'a construit avec ces directeurs qui ont été d'ailleurs hyper attentifs. Et même le président a été estomaqué de ce qu'ont sorti ces managers. En disant, ben oui, c'est vrai. Si on réfléchissait un peu mieux à ça, en matière de communication interne, je pense qu'il y a des médecins qui dirigent quand même d'assez grosses équipes. Non, en matière je sais pas, moi, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, donner du sens à ce qu'on fait, plutôt que d'être le grand patron de droit divin qui, voilà. La leçon, c'est l'exprimer. Merci beaucoup, Henri Balbo. Je crois que c'était passionnant de démarrer cette session.